Bonjour, bienvenue à ce nouveau panel Instit Invest. J'ai l'honneur de recevoir Anne-Sophie Giraud, Bonjour. Qui est responsable des spécialistes produits chez Aviva Investors. Éric Dubos, directeur de gestion du groupe MACSF. Bonjour. Olivier Gézéquel, directeur en charge des investisseurs institutionnels en France et en Europe francophone chez B-Finance. Bonjour Stéphane. Et Alexandre Piazza, qui est responsable des investissements MIF Assurance. Bonjour. Le thème, la diversification obligataire. Nous allons en débattre. Alors, d'entrée de jeu, la question est posée par le thème. Jusqu'où on peut aller dans la diversification obligataire? Alors, je demandais à Olivier Gézéquel de refaire par étapes. Bon, je ne crois pas que ça soit un cours d'histoire, mais sur les quelques dernières années, qu'est-ce qui a changé dans l'allocation obligataire des investisseurs institutionnels? Quels ont été les événements? Est-ce que c'est la crise qui a bouleversé les portefeuilles? On peut dire effectivement que la crise est un déclencheur de la poursuite de la diversification obligataire. Alors en pensant à cet échange, finalement pour résumer mon propos, j'aurais envie de dire l'investisseur, j'en suis pas un, mais en les écoutant, en les voyant peut-être et à travers cette histoire, peuvent avoir quelques idées. Premièrement, c'est la nécessité de diversifier. La deuxième, ça peut être effectivement aussi l'envie. La troisième, c'est la tentation. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut voir effectivement, on a pu voir émerger la diversification. Donc la première possibilité, ça a été l'euro. L'euro a permis de diversifier les gestions obligataires en s'affranchissant du risque de change. Donc de cette manière, les investisseurs ont pu aller au-delà de leur zone domestique devise, le franc, pour passer à une zone domestique plus large progressivement, et donc par exemple investir aux côtés des emprunts d'État français, investir dans des emprunts d'État de la zone euro. Voilà. Donc ça c'était un des premières possibilités, et ce faisant, c'est aussi, ça a permis d'élargir la diversification en matière de signature obligataire vers les entreprises, au-delà des entreprises françaises, pour passer à quelques, c'est les souvenirs que j'ai, quelques grands noms qui parlaient aux investisseurs français. Par exemple, les équivalents locaux des SNCF, des France Télécom et autres grands fournisseurs de services publics, que ce soit, et je me souviens encore d'investisseurs qui achetaient peut-être des locaux portugais, espagnols, italiens, qui étaient des grands noms. Donc, pour moi, un des premiers déclencheurs de la diversification, ça a été une devise commune dans un univers plus large. Ensuite, les investisseurs ont développé plus significativement aussi les expositions sur les entreprises. Donc progressivement, on a vu émerger des thèmes. Il y a eu aussi la convergence des pays vers la communauté européenne, donc des thèmes peut-être joués à la marge. Bon, si on veut faire un peu plus court, je dirais qu'aujourd'hui on en est arrivé plutôt à la nécessité. Donc la nécessité, c'est le fait que les taux d'intérêt sont bas, autant les taux monétaires que les taux obligataires. Ensuite, les dettes souveraines ont posé quelques problèmes, donc ça a donné lieu à une poursuite de la diversification obligataire vers les entreprises. Donc les investisseurs ont chargé leur portefeuille en émissions corporate, et puis la nécessité et en même temps la tentation étant là aussi. Alors c'est peut-être dans la bouche d'un investisseur, on n'est pas tenté à mon avis, mais bon, c'est à rapprocher de l'offre. On a vu aussi émerger beaucoup d'offres. Donc il y a eu la nécessité d'aller chercher des rendements supérieurs pour compenser effectivement la baisse du rendement sur le noyau dur. Donc je pense que dans le dernier temps, l'accélération de la diversification obligataire vers le crédit, ensuite le high-yield, les dettes émergentes, voire les dettes émergentes en devise locale, voire aujourd'hui les prêts directs aux entreprises, cet accélérateur, ça a été la nécessité. Voilà. Merci Olivier. Justement, la transition est bonne. Je me tourne vers Anne-Sophie. Aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux, où on en est de la diversification, qu'est-ce qu'on retrouve parmi les grandes classes, et peut-être voir le pas suivant, qu'est-ce qu'on peut encore inventer en matière de diversification? Votre question était très très bien posée puisque vous avez parlé de diversification obligataire. Ce qui est intéressant, c'est que historiquement, les investisseurs confrontés à des taux d'intérêt bas auraient peut-être eu tendance à aller plutôt vers les actions. Or, aujourd'hui, le contexte de la régulation fait que les investisseurs ont plutôt un intérêt à diversifier leurs investissements
en restant dans des poches obligataires. D'où en fait une diversification géographique sur les spectres de notation et aussi également en fait en termes de qualité. Donc on a regardé effectivement tout ce qui était obligations d'entreprise, au départ en regardant ce qui était strictement investment grade, et puis au fur et à mesure que la poche high yield s'est bien comportée et présente assez peu de défauts, les investisseurs ont été plus à l'aise en fait en explorant les possibilités sur le high yield non-investment grade. À l'heure actuelle, on s'aperçoit que les investisseurs européens sont confrontés à une problématique de diversification obligataire, mais les investisseurs institutionnels japonais sont exactement dans la même situation et les investisseurs institutionnels américains également. D'autant effectivement que si on regarde les problématiques auxquelles sont confrontés les Japonais, qui sont en fait les problématiques européennes, mais avec en fait un effet amplificateur bien plus important, des taux d'intérêt extrêmement bas, des problématiques également au niveau de leur concentration. Lorsque vous voyez des fonds de pension japonais, ils ont une exposition à 90% en obligations d'État, d'où une grosse demande sur toutes ces classes obligataires qui peuvent les aider à diversifier géographiquement, liquidité, qualité, etc. Donc vous avez parlé du high yield, une classe d'actifs qui est très intéressante pour essayer effectivement d'augmenter les rendements sans pour autant aller se positionner sur des actions. La dette émergente est très intéressante à ce niveau-là, puisque en fait vous apercevez que vous n'avez pas forcément beaucoup à compromettre en termes de qualité. Alors, il y a un phénomène qui est très intéressant en ce moment sur les obligations émises par les États. Vous avez des obligations émises par les États développés où vous voyez un phénomène de dégradation des notes avec une convergence vers le triple B- en gros. Et vous avez le pendant complètement négatif avec la dette émergente où vous voyez, bon, il y a forcément des exceptions ici et là, mais la tendance lourde est une tendance en fait où les obligations d'État émergentes ont plutôt tendance à être augmentées. Donc la notation est de mieux en mieux. Donc on a un effet où tout le monde en fait se retrouve dans la tranche triple B-, et pour autant on a des qualités de rendement qui sont quand même plus attrayantes sur la dette émergente. Donc vous allez effectivement bénéficier des taux d'intérêt plus attrayants et vous allez effectivement aussi profiter de cette qualité accrue sur la dette émergente. On parle d'infrastructures, on parle très intéressante. De loans, on parle... c'est infini, on a l'impression que l'innovation ne s'arrête plus en matière de diversification. Si on doit être tout à fait faire un inventaire à l'après-vert, qu'est-ce qu'il y aurait justement en diversification obligataire? Des grands thèmes, des grands noms, au-delà du high yield, au-delà de la dette émergente. Mais ne serait-ce que dans le high yield, vous avez la possibilité d'aller vous positionner sur du US pur ou du high yield global. Il faut savoir que certaines entreprises émettent à la fois en dollars et en euros, ce qui vous donne en fait des opportunités très intéressantes. Short duration, donc se positionner sur la partie courte du segment, ce qui effectivement en fait, baisse la volatilité de cette classe d'actifs, c'est très intéressant également. Dette émergente, on a la sensation qu'on met tout dans un même sac, mais là encore, il y a énormément de diversification à aller chercher. Est-ce que vous allez plutôt vous positionner sur de la dette dure, en devise dure, dette d'État, dette d'entreprise, qui est une poche très active et plutôt de bonne qualité, avec une duration plus ou moins faible? Est-ce que vous allez regarder en devise locale, également une autre source de diversification, en nominal, en obligation indexée de l'inflation? Ne serait-ce que là, en dette émergente, vous avez 4 segments qui sont assez peu corrélés. Après, vous élargissez, c'est effectivement pour faire votre inventaire à l'après-vert, les convertibles. Fantastique moyen d'aller chercher du risque action sans avoir le même coût en capital pour vos problématiques Solvency 2. Et encore aller chercher du rendement en disant effectivement, j'ai une prime à la liquidité, donc vous dites dette infrastructure, mais également les bank loans, où les investisseurs se substituent aux banques et effectivement, qui peut jouer dans leur rôle de diversification. Merci Anne-Sophie. Alors, Eric, je m'adresserai après à Alexandre. Diversification obligataire, là on a fait l'inventaire à l'après-vert. Si vous devez faire vos courses, justement, qu'est-ce que vous avez choisi pour votre diversification? Où en êtes-vous même sur votre diversification? Alors dans le groupe MACSF gère actuellement 22 milliards d'euros.
et comme tout assureur, très porté sur les obligations. Ça représente à peu près 85% des encours. Dans ces 85%, il y a 20% sur les obligations convertibles, où là, en effet, on retrouve un peu de risque action. Et depuis maintenant plus de 10 ans, le reste, donc les 60-65 autres pourcents sur les obligations, est plutôt tourné vers une diversification corporate. On a très peu d'emprunts d'État en portefeuille, assez peu de bancaires, et la majorité se porte sur des obligations corporate sans véritablement de politique sur les notations. On peut descendre très bas, on a des obligations non notées. Et puis après, en termes de géographie aussi, où on a là un panel assez important, puisqu'on a des émissions sur la France, mais aussi sur les pays périphériques, qui aujourd'hui offrent des rendements supérieurs. Donc ça, c'est la première partie de la diversification. Il y a un point très important sur lequel moi je tiens à revenir par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est qu'en tant qu'assureur, on est quand même contraint par le Code des assurances et une réglementation qui est de plus en plus restrictive, on va dire. Donc déjà, le Code des assurances nous impose d'être investi sur la zone OCDE. D'accord. Donc tout ce qui est pays émergents, tout le monde intervient, mais on est quand même assez limité et les investissements se font à la marge. Après, dans le cadre de la désintermédiation actuelle qu'on connaît de l'économie, où on aimerait bien que les assureurs participent, là encore, on a une réglementation qui est très restrictive, puisque nous, globalement, nous n'avons pas le droit de rentrer de loan en portefeuille et ni d'infrastructure. Donc, aujourd'hui, les institutionnels regardent le marché, se disent qu'il y a certainement des opportunités, contournent un peu la réglementation pour entrer en portefeuille, mais encore une fois, ça reste assez marginal et ça le restera tant qu'on n'aura pas, à mon avis, modifié le Code des assurances. Et quand vous dites contourner, c'est quoi? C'est légal ou c'est pas légal? C'est chacun a sa lecture du Code des assurances. D'accord, ok, c'est très souple. Donc finalement, vous faites de la diversification obligataire dans un cadre réglementaire qui est encore restrictif. Qui est de plus en plus restrictif. De plus en plus. Oui, parce qu'après, vous rajoutez les normes Solvency II et la charge en capital sur certains titres, qui, par exemple, sur les émergents, ça coûte horriblement cher de faire des émergents. Voilà. La gestion alternative coûte très très cher. Les actions aussi, du reste. Donc on va avoir une modification de la gestion en fonction de ces normes réglementaires. Et l'évolution du Code des assurances est prévue pour quand? Cette année? Non, il n'y a pas, rien n'est dans les tuyaux, tout le monde réfléchit. Il est certain quand vous regardez, puisqu'on parle beaucoup de désintermédiation, aux États-Unis, le secteur bancaire intervient de l'ordre de 20 à 25% sur le financement de l'économie. En France, on est plutôt dans les 80%. Donc on devrait retourner vers les chiffres américains et avoir une plus grande intervention des acteurs autres que bancaires sur le financement de l'économie. Voilà, mais pour ça, il faut qu'on adapte les différents règlements parce qu'aujourd'hui, très peu de choses sont éligibles au Code des assurances. Vous êtes d'accord, Alexandre? Moi, je retrouve notre gestion beaucoup dans le discours d'Éric. On a évidemment baissé beaucoup la part d'obligations d'État dans notre portefeuille. Aujourd'hui, si je parle de la poche taux, au sens large du terme, Govise, agence supranationale, dans notre portefeuille, on doit péniblement atteindre les 15% sur 80% de fixed income dans le portefeuille, donc qui laisse une très grosse partie évidemment à l'investissement sur les dettes d'entreprise. L'idée est évidemment aller chercher un peu de rendement. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise en investissant sur des corporates plutôt que sur des États, même en allant sur du high yield, même en allant sur des non notés. On a la possibilité chez nous également
d'aller sur des notes assez basses, voire non notées, des entreprises non notées. Forcément, ça a un coût. On travaille comme si Solvabilité 2 avait déjà été mis en place. Et donc, du coup, l'appétence en capital de certaines lignes est plus importante que d'autres, mais ça reste du relatif. Aujourd'hui, je préfère être investi dans une boîte qui peut être notée simple B, parce qu'elle est petite, parce qu'elle est assez leveragée, mais par rapport à ses peers, peut-être que c'est le secteur qui veut ça. Aujourd'hui, les agences de notation sont très dures dans la notation de certaines entreprises. Et donc, du coup, nous, on essaie de renoter, de challenger la notation des agences, sans faire mieux ou moins bien, mais de donner notre propre avis. Et souvent, on est beaucoup plus à l'aise d'avoir un simple B. Beaucoup d'entreprises sont double B, les fameux noms qu'on appelle les crossovers, à cheval entre l'investment grade et le high yield, parce que, tout simplement, qui subissent soit la dégradation de leur pays, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, mais qui restent des pépites, soit parce que pour telle ou telle taille, ça peut être une question de taille, de levier ou de n'importe quoi, les agences de notation les punissent et parfois assez sévèrement. Donc on préfère souvent être investi sur ce type de papier, même non noté, que sur des emprunts d'État qui vont aujourd'hui générer beaucoup de volatilité, ou alors payer quelque chose qui ne rémunère pas vraiment le risque, ou encore être investi sur ce qu'on appelle des garanties d'État. Il y a beaucoup de banques, notamment en Irlande, qui sont garanties d'État, et on s'aperçoit que du jour au lendemain, alors que la garantie était infinie et irrévocable, l'État s'arrête. Je ne garantis plus ce papier-là. Donc est-ce qu'il est préférable de jouer un risque politique ou de jouer un risque business? J'ai envie de dire qu'on a envie de jouer le risque business, même si la lecture d'une boîte peut être à 2 à 3 ans, grand maximum. Le risque politique, ça reste un peu du poker, surtout dans l'environnement dans lequel on est. Mais vous partez au niveau de notation, est-ce que vous partez de ce que les agences donnent ou vous êtes de rien? Évidemment, la notation de l'agence, déjà, ça va me donner la case dans quoi ranger cette obligation. Et évidemment, réglementairement, ça va me donner l'appétence en capital de la ligne. Dans tous les cas, après, on repart à zéro et nous, on fait notre propre opinion et on renote l'entreprise. Ça, c'est pour justifier l'investissement plutôt corporate, évidemment aussi financier. Quand je parle corporate, je parle du crédit au sens large, le gisement étant largement composé d'obligations de banque. Ça, c'est pour justifier donc cet investissement. On a été un peu plus loin. On s'est dit, bon, on est investisseur euro. Comme vous l'avez décrit tout à l'heure, effectivement, l'euro a permis de sortir des frontières. Et on s'est dit, on va peut-être aller un peu plus loin en se diversifiant, en allant tâter un petit peu des obligations du côté des États-Unis, du côté du Royaume-Uni, quitte à prendre une obligation libellée en devise locale et à couvrir le change. L'idée de base était se diversifier nom par nom, avec des noms qui n'émettent pas du tout en euros. Pour ça, on l'a fait. Mais on s'est vite rendu compte que faire certains switches, vendre une obligation d'un émetteur de la zone euro, français ou italien par exemple, qui émet la plupart de sa courbe en euros, mais qui émet également pour des besoins d'ALM en dollars ou en sterling. À la base, on a regardé sur le dollar, mais on s'est rendu compte que sur la livre sterling, il y avait des pick-up, donc des gains à faire qui étaient énormes en gardant le même risque sur la même notation, sur la même entreprise, en restant sur la même maturité. Et après couverture de change, on se rend compte qu'on peut gagner parfois 1,5% de rémunération supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a un peu plus de 6 mois. La contrainte à côté, c'est une gestion efficace du change. Et on se rend compte qu'on ne peut jamais être couvert à 100% sur le change. Ça permet quand même de sortir des frontières, d'aller de la zone euro, d'aller sur des pays qui restent quand même assez similaires en termes de culture économique. On parle du Royaume-Uni, on parle des États-Unis. La dette émergente, c'est vraiment un autre problème. Et un gérant pays du Nord aura beaucoup de mal à être efficace sur la dette émergente. Je tiens à vous remercier. Merci Anne-Sophie Giraud, Éric Dubos, Alexandre Piazza et Olivier Jézéquel. Je rends l'antenne pour un prochain panel Instit Invest. Merci.